mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce numéro de On s'autorise à penser. Nous avons le grand honneur aujourd'hui de recevoir aux médias Étienne Balibar. Merci Julien Terry, mais l'honneur est pour moi, vous savez, c'est pas une clause de style. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour présenter Étienne Balibar. Je vais peut-être me limiter à quelques livres. Bien sûr, Limitez-vous au minimum. lire Le Capital en 1965. Je ne sortirai jamais. Vous étiez tout jeune, vous aviez 23 ans, avec Louis Althusser à l'École normale supérieure. Il y avait Jacques Rancière aussi, avec Pierre Macheret et Roger Stablet. Et tous ceux qui avaient participé au séminaire et qui ne sont pas visibles dans la publication, parce que c'était un groupe un peu plus large. Il y avait d'autres gens, Il y avait d'autres gens, bien sûr, et dont certains ont joué un rôle très important. C'est pas mal de partir de ce livre, Lire le Capital, parce que s'il est si connu, c'est pas un hasard. Il a marqué un tournant quand même dans l'histoire du marxisme en France, me semble-t-il. Un certain nombre de remises en cause, en particulier sur ce que c'est que le matérialisme, sur ce que c'est que ce que sont les superstructures et les infrastructures, puisqu'on raisonnait dans ces termes-là, en opposant finalement la matérialité des rapports de production économique à ce qui n'aurait été qu'un habillage idéologique par-dessus. La deuxième étape que je voulais évoquer étant votre livre avec Emmanuel Wallerstein dans les années 80 qui s'appelle Race, Nation, Classe, les identités ambiguës, et on voit bien, c'est nettement après, plus d'une vingtaine d'années après Lire le Capital, que votre focal a changé. On en arrive aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là, avec un recueil d'articles qui est le troisième recueil de vos divers écrits, qui s'appelle Cosmopolitique, des frontières à l'espèce humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une politique mondiale? Qu'est-ce que c'est qu'une cosmopolitique? Et comment est-ce qu'on en arrive finalement d'une remise en cause du matérialisme marxiste traditionnel jusqu'à la cosmopolitique? C'est pas par esprit de contradiction, mais j'aurais envie de prendre tout de suite le contre-pied de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en un sens, s'il y a une pensée du politique et de la politique, on pourra revenir sur cette nuance, qui s'est d'emblée conçue dans une perspective cosmopolitique, on pourrait dire que c'est le marxisme. Ce qui fait que d'ailleurs, dans le recueil, j'ai été amené à consacrer à nouveau, dans la première partie, quelques développements philologiques et philosophiques à l'héritage du marxisme. Et il y a à ça une raison massive que tout le monde connaît, qu'il est bon de rappeler, mais sur laquelle je pense aussi qu'il faut se pencher de façon critique, c'est inévitable, qui est l'internationalisme de Marx. Alors évidemment, le grand point de repère, c'est la célèbre formule de la fin du manifeste communiste, écrit avec Engels, etc., publié à la veille des révolutions de 1848, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Si on pourrait dire, c'est la définition même d'une cosmopolitique. Et d'ailleurs, tout le corps du texte vient à l'appui de cette lecture en expliquant que le capitalisme ou le mode de production capitaliste, etc., qui s'est emparé du monde en quelque sorte dans la lancée des deux grandes révolutions. Ça, c'est vraiment l'idée centrale du manifeste de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe, qui forme pas une unité sans faille, mais quand même une totalité organique aux yeux de Marx, c'est-à-dire les révolutions démocratiques dites bourgeoises, la Révolution française, etc., puis la révolution industrielle. Tout ça lance un processus décrit en termes quelquefois pas euphoriques, mais emphatiques, on pourrait dire, par Marx, de mondialisation du monde, pour parler comme le front des philosophes contemporains, comme Jean-Luc Nancy. Alors naturellement, on peut et on doit remettre en question une très grande partie des postulats, des axiomes, des idées directrices, au fond, sur le sens de l'histoire, au moyen desquels... L'optimisme fondamental de Marx. Oui, au moyen desquels, alors que nous, on est plutôt pessimistes aujourd'hui, au moyen desquels Marx a conçu cette grande vision des choses, mais il faut quand même lui
lui rendre cette justice. Bon. Et j'avais écrit il y a très longtemps pour l'UNESCO un petit texte que je reproduis ici, deux héritages, Kant et Marx. Bon, puis là, j'ai éprouvé le besoin de reprendre les choses de façon un petit peu plus approfondie. Donc, je me suis demandé pourquoi j'avais moi-même utilisé de façon spontanée, en quelque sorte acritique, l'expression d'internationalisme prolétarien pour caractériser le contenu, le sens de la pensée de Marx, par opposition au cosmopolitisme kantien qui est lié plutôt à une perspective humaniste, si vous voulez. Bon. Et du coup, je me suis rendu compte que, en réalité, tout ça a été une histoire très compliquée et tragique à bien des égards, parce que Marx, naturellement, n'a jamais employé l'expression internationalisme prolétarien. C'est une expression qui a été inventée par l'appareil de l'internationale communiste au XXe siècle. À des fins géopolitiques. À des fins géopolitiques, et entre autres, pas seulement, et projeté rétrospectivement. Bon. Mais ce que j'ai découvert aussi, grâce à mon ami Michael Levy, un des grands lecteurs de Marx et aussi un des grands penseurs, je trouve, de la cosmopolitique en France aujourd'hui, dans une perspective éco-socialiste, c'est que Marx avait commencé par utiliser systématiquement la terminologie du cosmopolitisme dans les années qui précèdent la rédaction du manifeste. Donc très tôt, en 1947, très tôt. Donc finalement, si vous voulez, il se produit une sorte de scission ou de faille à l'intérieur de la tradition cosmopolitique qui est de l'âge classique, qui est marquée évidemment par le choix de Marx d'inscrire la lutte des classes et le point de vue du prolétariat comme sens révolutionnaire de l'histoire, comme une sorte de point d'hérésie, on pourrait dire, c'est une expression que j'aime bien, venue de Foucault, à l'intérieur de cette tradition cosmopolitique. Et aujourd'hui, évidemment, le problème, pour toutes sortes de raisons, et pas seulement les raisons immédiates liées à la pandémie que j'essaie d'évoquer dans la dernière partie de mon livre, ou à la guerre à laquelle j'avais consacré plusieurs essais que j'ai repris ici à l'époque de l'invasion américaine de l'Irak et qui maintenant revient nous frapper en pleine figure. L'urgence, c'est de repenser tout ça. Mais il y a dans la combinaison de l'idée cosmopolitique au sens classique, si vous voulez, même kantien, bon, et de l'internationalisme au sens marxien, détaché de façon critique, je dirais, de leur ancrage dans des réalités historiques qui sont plus les nôtres aujourd'hui, quelque chose comme un fil conducteur auquel je tiens beaucoup. Je dirais même que l'objectif de mon livre n'a pas été de donner une espèce de définition synthétique de la cosmopolitique, et puis en particulier d'expliquer en détail pourquoi la cosmopolitique c'est pas tout à fait la même chose que la géopolitique, oui, ou même la géopolitique vue d'en bas, comme etc. Mais c'est pour ça que j'ai introduit cette idée d'une politique de l'espèce humaine, comme un problème, naturellement, un problème à résoudre, pas du tout comme... Mais donc je pense que c'est une idée sur laquelle il faut travailler. J'ai même osé me servir, comme vieux prof de philo, d'une référence à Aristote qui dit que la métaphysique est une science recherchée, c'est-à-dire qu'on est toujours à sa recherche. Et je pense que la cosmopolitique, on sera de plus en plus à sa recherche. Quels en sont les acteurs, quels en sont les objectifs, quelles sont les forces sur lesquelles elle peut s'appuyer pour inverser d'une certaine façon le cours des choses qui va plus ou moins à la catastrophe dans le monde auquel nous trouvons aujourd'hui. Mais le fait de réintroduire cette dialectique du cosmopolitisme et de l'internationalisme sous des formes nouvelles, ça me semble vraiment être un des fils conducteurs qu'il faut essayer de suivre. Et l'un des fils conducteurs, c'est que la condition de cette cosmopolitique, c'est qu'il y ait un sujet, qu'il y ait un acteur politique constitué, unifié au moins d'une manière ou d'une autre, avec éventuellement un espace public dans lequel il puisse se mouvoir ou qui soit constitué. Ça peut renvoyer d'ailleurs à des questions très concrètes, très directes, avec l'Union européenne, par exemple. Cette question lancinante de savoir s'il y a une citoyenneté vécue européenne. Est-ce qu'il y a une politique européenne, avant même de savoir s'il y a une politique mondiale? Alors moi, j'appartiens à une génération, et peut-être à une tradition, je ne sais pas comment il faudrait dire, qui sait, il faut bien l'avouer, raconter beaucoup d'histoires sur la construction européenne. Je pense que le seul cadre dans lequel on peut avoir une chance d'agir ou
d'influencer, de peser collectivement, si peu que ce soit, sur certains des grands problèmes, sur certaines des grandes tendances, sur certaines des grandes crises, ou des grandes catastrophes qui caractérisent le monde d'aujourd'hui, c'est le cadre européen. De sorte que si on ne peut pas le faire dans ce cadre-là, on ne le fera pas du tout. Mais c'est une affaire de médiation. Est-ce que les médiations fonctionnent à cette échelle-là ? Pour ce qui est de l'action concrète, évidemment, et on ne peut pas, à l'échelle même de 50, 70 millions de personnes, aujourd'hui, agir sur les phénomènes mondiaux. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais il y a la question de la médiation entre les gouvernés et les gouvernants. Comment construire des médiations telles ? Nous sommes bien d'accord. Et quand vous parlez de citoyenneté européenne, je me pose aussi la question, est-ce qu'il y a un vécu de citoyenneté européenne de la part des intéressés ? Je crains que non. Je suis obligé de vous dire que non. C'est là-dessus que les gens de ma génération se sont fait des illusions. Bon, peut-être à la fois parce que j'avais un passé de militant communiste, 20 ans dans l'organisation qui portait ce nom, plus des quantités d'autres activités. Mais c'est quelque chose qui a été partagé pas seulement par les communistes. Oui, non, pas seulement, pas du tout, bien entendu. Par toute la gauche. Et puis, c'est-à-dire que j'ai cru dans les années 80 du siècle dernier, ou encore au moment des débats, ou début des années 90, donc au moment de l'effondrement du système soviétique, de la création de l'Union européenne, du traité de Maastricht et d'autres, etc., qu'on allait, je ne dis pas d'une façon irréversible, mais d'une façon quand même déterminée, dans le sens de l'internationalisation de la vie politique à l'échelle de l'Europe. Ce qui voudrait dire que les citoyens, alors évidemment peut-être pas tous, mais enfin de plus en plus nombreux, et n'appartenant pas purement et simplement, bien au contraire, à la catégorie des technocrates ou des intellectuels de profession, allaient se sentir de plus en plus concernés par ce qui se passait dans les pays d'à côté, et même se conférer à eux-mêmes, en quelque sorte, et collectivement, une sorte de droit de regard sur la vie politique des voisins, avec réciprocité, naturellement, dans l'autre sens, de sorte que naîtrait peu à peu, dans le conflit et dans la communication, un équivalent un peu plus substantiel, un peu plus matériel de ce que Habermas avait appelé la sphère publique. Oui. Il a eu bien raison de le faire. C'est un ingrédient fondamental de la vie démocratique à l'échelle de l'Europe. Et il y a eu des moments d'ailleurs où, comme d'autres, évidemment, dans d'autres pays d'Europe, j'ai pensé qu'on s'en approchait, en particulier quand il se produisait dans des pays voisins des événements dont il était clair qu'ils avaient du retentissement chez nous. Par exemple, Syriza en Grèce, plus toute la crise qui a suivi, je me suis dit, les citoyens européens ne peuvent pas ne pas se sentir concernés, et je l'ai écrit d'ailleurs en collaboration avec Sandro Mezzadra, un ami italien, et Frieder Wolf, un ami allemand. On a écrit plusieurs textes là-dessus. Les citoyens européens sont directement concernés par la façon dont l'Union européenne est en train de traiter la tentative grecque de desserrer le lasso. On est en 2015, c'est un moment absolument, c'est un tournant. 2015, bon. Et je ne dis pas que ça ne s'est pas du tout produit, je dis pas que c'est pas, mais c'est quand même resté très en deçà de ce qui aurait été nécessaire pour infléchir le cours des choses. On peut rappeler que c'était la gauche au pouvoir en France à ce moment-là, et que cette gauche au pouvoir a été la première à étrangler Syriza. D'autres exemples, il y a eu aussi évidemment Podemos, des tas de choses comme ça. Enfin bon, donc je ne dis pas que les germes n'existent pas, mais c'est clair que les obstacles sont pour l'instant du moins plus forts. Et en ce moment, il se passe quelque chose qui est désastreux, je pense, de ce point de vue, et qui nous ramène à l'immédiat de la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est que l'Europe en tant que telle est plus que directement concernée par la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie, et dans laquelle nous sommes partie prenante. Il ne faut pas raconter d'histoire, on l'a fait, la guerre. Bon, toutes sortes de façons hybrides, etc. Bon. Donc, et je pense qu'on ne peut pas ne pas la faire, car c'est bien notre sort et notre avenir qui se joue d'une certaine façon. En plus, il y a des questions relatives à la démocratie, qui ne sont pas exactement celles de la médiation ou de la représentation que vous évoquiez tout à l'heure, que je prends tout à fait au sérieux, mais qui m'obsèdent de plus en plus depuis quelques jours ou quelques semaines, quand je me demande quel est le
le dilemme devant lequel se trouvent en quelque sorte les Ukrainiens. Bon, ils n'ont pas la possibilité de devenir une nation indépendante, isolée du reste du monde. Il va falloir qu'ils soient, je ne dis pas absorbés, mais intégrés, soit d'un côté, soit de l'autre. Et d'un côté, vous avez la forme empire, qui tente une sorte de retour caricatural, mais aussi, il faut essayer de comprendre les raisons, dans la forme du régime poutinien. Et de l'autre, vous avez la Fédération européenne. Bon. Et je me dis de plus en plus, parce qu'au fond, depuis toujours, je suis un lecteur et un admirateur d'Altiro Spinelli, des inventeurs, qui étaient des communistes d'ailleurs, ne l'oublions pas. Un des pères de l'Europe. Père de l'idée fédéraliste européenne, pas l'idée néolibérale, mais à l'époque de la résistance. Et donc, je me dis que l'idée fédérale est une composante très importante de la pensée démocratique. Donc, je pense qu'il faut voir là-dedans, virtuellement au moins, quelque chose qui peut faire la force de l'Europe dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que la guerre prend l'Europe en otage, et que ce qui va en résulter dans l'immédiat, outre des conflits internes peut-être, c'est une militarisation, une hiérarchisation, une subordination à une alliance militaire internationale, etc. Donc, l'Europe dont on nous dit qu'elle se renforce dans cette guerre, à mon avis, est plus en danger que jamais d'être coupée de la vie et des aspirations de ses citoyens. C'est un autre aspect de la constitution de ce sujet politique supranational, celui de la souveraineté et des moyens de la souveraineté qui, par définition, sont militaires, puisque la souveraineté, c'est la capacité de dire le droit en dernier recours et de ne se voir rien imposer par qui que ce soit. C'est disposer de soi-même. J'entends en vous le spécialiste du théologico-politique médiéval. De fait, la souveraineté, c'est c'est juger tout le monde et n'être jugé par personne. Oui, donc, c'est avoir les moyens, la force suffisante. Oui. Est-ce que... Le legibus solutus. Oui, celui qui est certainement. le souverain et celui, Carl Schmitt a délié. théorisé ça, qui est délié de l'obéissance à qui que ce soit. Comment ? C'est qui est le délié de Et vous savez, je ne sais pas si on va embêter les auditeurs avec tout ça, mais j'ai découvert une chose étrange dans ma propre biographie intellectuelle de ce point de vue. C'est-à-dire que vous avez cité gentiment tout à l'heure Lire le Capital et puis plus tard Race, Nation, Classe. Mais entre les deux, j'avais écrit un autre livre. Je n'ai écrit plusieurs, mais c'était un livre sur la dictature du prolétariat. Ouais. J'avais publié en 1976 parce que j'étais à l'époque encore membre du Parti communiste, très lié avec Althusser. Le Parti communiste français avait décidé de se débarrasser de la dictature du prolétariat parce que ça cadrait pas avec le discours de l'eurocommunisme. Il avait abandonné à son programme. Voilà, ouais. Bon. Et alors nous, comme des intellectuels dignes de ce nom, et puis aussi parce qu'on était des léninistes convaincus, on avait trouvé ça scandaleux. Et donc j'avais écrit un livre pour protester. Alors j'avais potassé, évidemment, l'histoire de l'idée de dictature du prolétariat dans la tradition marxiste. Mais la chose dont je ne m'étais jamais avisé, parce que je manquais de culture, évidemment, et de formation historique, c'est que quand Lénine dit... il reprend à Marx, mais transforme en pierre angulaire de sa doctrine l'idée que la dictature de classe, qui est soit la dictature de la bourgeoisie, de la classe dominante, soit la dictature révolutionnaire, démocratique, etc., du prolétariat, est un pouvoir au-dessus des lois. Au-dessus des lois. Il cite littéralement des définitions traditionnelles de la souveraineté qui viennent de la théologie politique médiévale. Et c'est pourquoi, tout de suite après, un théoricien ultra-réactionnaire, mais génial, comme Carl Schmitt, se gavera de Lénine, si j'ose dire, pour retourner la chose à nouveau dans l'autre sens. Alors, si on revient à votre question, la question, c'est de savoir ce qu'on fait du concept de souveraineté aujourd'hui. Bon, évidemment, si on est complètement anarchiste, que sont certains de mes amis, et que j'aime le mieux d'ailleurs, ou que j'admire le plus, philosophes, militants, etc., etc. Bon, le mot d'ordre, c'est débarrassons-nous définitivement de la souveraineté. Dieu, l'État, tout ce qui fait... Bon, etc. Dans le concept, on peut le faire, mais dans la pratique... Je pense qu'il faut prendre conscience du fait qu'il n'existe rien d'autre dans le monde d'aujourd'hui que des souverainetés limitées. Bon, alors évidemment, elles sont limitées d'une part par le
le conflit permanent qu'elles entretiennent l'une avec l'autre. Elles se limitent les unes les autres, oui. Comment ? Elles se limitent les unes les autres. Oui, elles se limitent les unes les autres, mais elles se limitent les unes les autres dans la mondialisation d'aujourd'hui sous une forme extraordinairement paradoxale. Parce que c'est une forme qui permet la montée aux extrêmes, et on peut la craindre. Hein. On peut tout imaginer. La guerre pour l'hégémonie mondiale entre les États-Unis et la Chine, qui est l'hégémone de remplacement potentiel, et les Américains ne se laisseront pas faire purement et simplement. D'ailleurs, une des choses qui se passe en ce moment en Europe, même si j'ai dit qu'on ne pouvait pas ne pas soutenir les Ukrainiens, je suis bien conscient de ça, c'est que les Américains ont commencé, et l'OTAN ont commencé à mener une guerre par procuration qui prépare l'enjeu européen, c'était un polycentrisme, qui allait justement créer une tierce souveraineté entre ces deux-là. Donc la montée aux extrêmes où l'antagonisme n'est pas exclu, mais l'interdépendance est irréversible. Donc les adversaires qui se conçoivent chacun pour son compte comme souverains, les seuls qui peuvent d'une certaine façon prétendre à cette capacité, il y en a 2 dans le monde aujourd'hui, bon, c'est même pas le cas de la Russie, je pense, hein, bon, sont en réalité complètement interdépendants l'un de l'autre sur le plan économique et monétaire. Aglietta vient d'écrire un livre très très intéressant sur cette question, et je pense qu'il a tout à fait raison. Bon, donc premièrement, les souverainetés sont limitées, mais deuxièmement, il faut passer à l'idée de souveraineté partagée, et en particulier en ce qui concerne l'Europe. Bon, donc l'idée de souveraineté partagée est une idée de souveraineté paradoxale, naturellement. C'est une idée de souveraineté auto-limitée. Auto-limitée. Oui, évidemment. Évidemment. Mais c'est, par exemple, quand le président de la République française nous dit il faut une souveraineté européenne en matière de santé ou de ressources énergétiques. Bon, ça veut dire quoi, une souveraineté européenne ? Ça veut dire la souveraineté d'un super-État européen. Il n'y croit pas lui-même. Bon. Et on a fini par comprendre, même et surtout moi qui suis un fédéraliste européen convaincu, c'est une question qui remonte d'ailleurs à très loin, que la formule du super-État n'est ni viable ni acceptable par les populations ou par les traditions nationales, ni efficace sur le plan de la gestion ou de la politique commune. Donc ce qu'il faut, c'est un cadre de négociation permanente, de confrontation des intérêts, et comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui fait cruellement défaut évidemment dans l'Europe d'aujourd'hui, de représentation suffisamment réelle des intérêts et des convictions des populations pour qu'il n'ait pas le sentiment d'être purement et simplement les jouets d'une technostructure toute puissante sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Mais ce que vous décrivez là, ça fait beaucoup penser à la vieille idée des États-Unis d'Europe, qui remonte à Victor Hugo, c'est-à-dire à la fois un ancrage local du gouvernement et en même temps une unification fédérale qui soit respectueuse, qui soit à la fois dotée d'une puissance effective d'agir et respectueuse des entités locales. Donc j'ai employé l'expression de pseudo-fédération, de quasi-fédération, etc. Bon. Et puis après, dans un colloque récent qu'ont publié mes amis Ninon Granger et Carlos Herrera, j'ai même été jusqu'à lui reprendre à Carlos l'expression d'étatisme de marché. Bon, j'ai fait allusion à la formule effrayante dont s'est servi Habermas dans un allemand que tout le monde peut comprendre, même en français, post-démocratischer exécutif fédéralismus, un fédéralisme, un pouvoir exécutif fédéral post-démocratique. Bon, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas fédérale, à la fois par défaut et par excès. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs exécutifs de type technocratique et très profondément soumis naturellement au lobbying des puissances économiques qui ont trop de pouvoir, et il y a un défaut manifeste de représentation des citoyens eux-mêmes à l'échelon européen, ce qui se traduit en particulier par le fait que le Parlement européen, malgré quelques tentatives ou quelques efforts, est un ectoplasme politique. Mais si on poursuit le parallèle précisément avec les États-Unis, puisque depuis Victor Hugo, c'est un peu le modèle pour faire des États-Unis d'Europe. Les États-Unis ont beau être un État fédéral, c'est une nation. C'est une nation qui existe en tant que nation.
il y a une identité états-unienne. Il n'y a pas cette superstructure à l'empuissantement politique collectif en Europe. Alors, encore une fois, il me semble que l'actualité fournit une matière à réflexion extraordinaire sur cette question. C'est-à-dire que le fédéralisme américain, il est manifestement entré dans une crise qui est tellement profonde que l'issue en est inconcevable sans, j'en ai peur, enfin il faut à la fois les espérer et les redouter, des affrontements et des bouleversements qui vont être très violents. Donc ça pose la question de savoir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses du fédéralisme américain et dans quelle mesure une réflexion sur le fédéralisme européen potentiel, je dirais, ou à l'état virtuel dans nos institutions actuelles, doit et peut s'inspirer de cette leçon historique. En tout cas, les États-Unis, si travaillés soit-ils par des convulsions internes, des dangers, ils agissent comme acteurs politiques. Et si on en reste à cette question, cette utopie ou à cet horizon qui est celui d'une Europe qui puisse être une tierce puissance et une vraie puissance, et c'est d'autant plus pressant qu'il y a cette guerre en Ukraine en ce moment à nos portes, il faut peut-être se poser la question de savoir quels sont les moyens matériels de création d'un sujet politique européen. Oui. Mais le livre que j'ai écrit, bon, il a un pied dans la politique et dans un certain nombre d'expériences de la période passée, dont j'ai été le spectateur ou indirectement le participant, comme d'autres de ma génération, et un pied dans la spéculation philosophique. Bon. Alors, au niveau de la spéculation philosophique, et j'ai beau avoir fait mes études avec Althusser, ici je me tourne vers un autre marxiste qui en était d'une certaine façon l'antithèse à l'époque de ma jeunesse, mais qui est quand même une immense source d'inspiration. Il y a la théorisation du sujet universel, si vous voulez, de la politique révolutionnaire chez Lukács, le fameux sujet-objet de la politique universelle. Bon, dans mon livre, j'ai dit, je me suis inspiré, d'ailleurs, cette idée revient chez un certain nombre de penseurs contemporains très intéressants. Dipesh Chakrabarty, le théoricien de la provincialisation de l'Europe, mais qui vient maintenant d'écrire ce livre sur les climats de l'histoire, qui affronte la question du sujet politique dans la crise, dans la catastrophe environnementale. Bon, son idée centrale, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir si on a une chance de s'en sortir, s'il n'émerge pas quelque chose comme un sujet collectif à l'échelle mondiale. Donc, c'est l'espèce humaine, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça que j'ai consacré des développements à la question de savoir ce que nous entendons par espèce humaine, comment il faut essayer de la redéfinir. Je me suis frotté un peu au discours de certains théoriciens de la biopolitique qui nous entourent, etc. Bon, mais ce qui est apparu aussi, si vous voulez, c'est que le sujet, dans ce sens, philosophiquement un peu spéculatif. Bon, c'est pas quelque chose, non seulement c'est pas quelque chose qui existe déjà, et c'est même pas du tout quelque chose dont l'existence soit garantie. C'est quelque chose dont on peut essayer de concevoir la possibilité et de hâter la réalisation dans la mesure où on affronte un certain nombre de contradictions et même de scissions très profondes qui affectent l'espèce humaine en tant que telle. Bon, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la déclaration du directeur de l'OMS, Dr Ghebreyesus, au moment de la crise du Covid qui est juste derrière nous et qui continue d'ailleurs. Bon, quand il a fait cette déclaration frappante et terrible d'une certaine façon, la façon dont les vaccins sont aujourd'hui monopolisés par les pays du Nord, par une sorte de concertation entre les États les plus riches et les grandes firmes pharmaceutiques, aboutit à un apartheid vaccinal mondial. Donc, sautons quelques intermédiaires, c'est-à-dire c'est prendre en considération le fait qu'il n'y a pas seulement des divisions raciales, des héritages de la colonisation, etc., qui divisent le Nord et le Sud, l'espèce humaine contre elle-même. Il y a une espèce de recréation permanente, biopolitique, si vous voulez, au sens de Foucault, des divisions raciales ou à l'intérieur de l'espèce humaine. Bon, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Le sujet, on pourrait dire, universel dont nous avons potentiellement besoin pour affronter ces problèmes proprement cosmopolitiques, il se construit ou il ne se construit pas selon que ces contradictions sont véritablement affrontées ou non. Mais ça oblige à passer, je m'excuse si je parais un tout petit peu long, mais un aspect corrélatif de la question que je ne mettrai pas sous la catégorie du sujet qui est trop spéculatif de ce point de vue, mais sous celle de l'acteur ou de l'agence,
intelligence, comme on dirait en anglais. On va pas dire la capacité d'agir. La capacité d'agir. Bon. Quelles sont les capacités d'agir dont on peut dire qu'elles ont une dimension cosmopolitique dans le monde d'aujourd'hui? Alors naturellement, il y a toutes sortes de réponses possibles, mais il y en a une qui pourrait consister à désigner des porteurs, d'une certaine façon. Et alors, il ne faut pas tracer une croix définitive sur le prolétariat, mais ce n'est pas le plus évident des porteurs d'une capacité d'agir cosmopolitique dans le monde d'aujourd'hui, pour des raisons qui tiennent en particulier à la façon dont s'est creusé le fossé entre les immigrés et les nationaux, les travailleurs du Nord et les travailleurs du Sud. Mais les féministes, par exemple, dans un certain nombre de pays d'aujourd'hui, pas seulement en Amérique latine, sont de bonnes candidates, comme on dirait en franglais, au rôle de porteur d'une certaine capacité d'agir cosmopolitique. Alors moi, j'ai été guidé dans les propositions que j'ai faites dans le livre par d'autres expériences, en particulier que je ne veux pas considérer comme formant le tout de notre monde d'aujourd'hui, mais auxquelles j'attache quand même beaucoup d'importance, qui concernent la solidarité avec les migrants, les réfugiés, et la possibilité de leur reconnaître pratiquement une sorte de droit de regard sur les politiques dont ils sont eux-mêmes les victimes. Donc, ça m'a conduit à une proposition un peu générale, peut-être, mais qui est que l'acteur cosmopolitique, en tout cas, c'est une condition nécessaire, même si elle n'est pas absolument suffisante, c'est celui qui traverse les frontières, ou c'est celui qui est à cheval sur une frontière. C'est-à-dire celui qui n'agit pas seul, mais avec un autre qui, d'une certaine façon, au départ est un étranger, et qui pourtant finit par parler un langage commun. D'où l'importance de la question de la traduction. Bon. C'est pour ça que si on revient pour une seconde à ce que vous disiez du fédéralisme, j'ai eu tendance à penser pendant longtemps, comme d'autres, que le plurilinguisme de la société civile européenne, ou de la civilisation européenne, était un des obstacles qu'il fallait essayer tant bien que mal de surmonter pour créer quelque chose comme un citoyen à l'échelle de l'Europe. Je me souviendrai toujours d'ailleurs d'une discussion, c'était très drôle, sur le cosmopolitisme et sur l'Europe, que j'avais eu il y a des années et des années, avec Régis Debray. Je pense que tout le monde voit qui est Régis Debray. Bon, Régis Debray n'est pas un nationaliste simpliste, mais c'est quand même un défenseur confirmé de l'idée de souveraineté, et de l'importance des frontières en tant que barrière qui protège, d'une certaine façon. Bon. Alors, moi, je défendais un point de vue fédéraliste européen, et lui défendait un point de vue souverainiste, disons, pour aller vite, d'une façon indépendante. Et alors, à un moment, il me pose une question dont il a pensé, il n'avait pas complètement tort, qu'elle allait me laisser sans ressources. Il me dit, mais c'est bien gentil tes considérations sur la citoyenneté européenne, mais ça parle quelle langue exactement, le citoyen européen? L'anglais, etc. Bon. Alors, à ce moment-là, j'ai été chercher dans ma besace philosophique une ressource culturelle que j'avais, qui était la déclaration d'Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Bon. Ouais. Et je lui ai dit, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Mais dans la pratique, il faut bien reconnaître que la traduction est un exercice qui ne progresse pas à la vitesse du cheval au galop. Bon, je pense d'autant plus aujourd'hui qu'il faut creuser cette idée, et que dans un monde en particulier, ça c'est un aspect de la mondialisation, où on est guetté non seulement par l'uniformisation, et je ne vais pas de la technologie informatique, le diable absolu contre lequel il faudrait se défendre, mais quand même par, je dirais, l'automatisation croissante, et donc la dépropriation d'un nombre de plus en plus grand de capacités intellectuelles. D'opérations. Quand j'entends, par exemple, des amis qui travaillent ou qui enseignent en Asie, Rada Ivekovic me racontait ça l'autre jour, me dire qu'à Singapour, la prothèse auditive qui permet de ne plus avoir besoin de se faire traduire ce que dit le gars d'en face, parce qu'il y a un logiciel de traduction automatique qui vous envoie une traduction simplifiée en temps réel, etc. Alors, je suis un vieux, moi, je trouve ça terrifiant d'une certaine façon, parce que je vois aussi quel est le type de simplification, de formatage absolu, et de formatage auquel ça conduit. L'absence de pensée dans la langue. Évidemment, je me dis, la traduction est une ressource, c'est un
problème et c'est aussi d'une certaine façon une nécessité politique. Mais cette observation que vous faites sur la langue en partant de votre l'idée que vous aviez de cet obstacle qui serait justement la diversité des langues. Ça a été l'idée directrice du vocabulaire européen des philosophies dirigée par Barbara Cassin, auquel j'ai contribué avec beaucoup d'autres, dont Konstantin Sigov, grand philosophe ukrainien, qui a traduit à Kiev à la fois en russe et en ukrainien. Je trouve ça extraordinaire. Bon, alors on peut penser que c'est très élitiste, hein, mais il y a des équivalents populaire, quotidien de ça. Le plurilinguisme n'est pas à lui tout seul une cosmopolitique, mais c'est quand même une ressource matérielle dans un sens important du mot matériel sur lequel il faut faire fond et qui n'est pas le privilège des élites. Hein. Cette question des langues diverses, elle renvoie directement à la nation, la définition même de la nation originelle, bien antérieure au nationalisme né au XIXe siècle et de leurs résultats au XXe siècle. La définition même de la nation, c'est la portée, c'est ceux qui sont nés de la même mère. Ça n'implique pas nécessairement qu'ils parlent tous la même langue. C'est un des éléments quand même évidemment, largement constitutifs. Si on prend l'Antiquité tardive, par exemple, les histoires des Goths, les histoires des Lombards, la nation au sens où on l'évoque dans l'Antiquité, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement la langue, mais dans l'université médiévale, que vous connaissez mieux que moi, etc., les nations, c'était les noms que prenaient les groupes d'étudiants originaires de telle ou telle région du monde, c'est-à-dire en pratique de telle région d'Europe, à l'intérieur de chacune des grandes universités européennes. Et du coup, le fait que ça s'appelait université, qui voulait dire plusieurs choses à la fois, évidemment. Bon, d'un côté, ça veut dire corporation, tout simplement, ensemble ou totalité, mais de l'autre, prenait aussi la signification d'une communication, je dirais, entre ces différentes nations. Hein, ce qui est une toute autre idée d'universalisme que celle qui a triomphé, non pas dans le républicanisme à la française, que je ne veux pas du tout caractériser, bien au contraire, de ce point de vue, mais dans sa version, autoritaire et raciste récente. J'ai dit et pensé, comme beaucoup d'autres à l'époque, que la nation était une invention européenne. Bon, en gros, reproduit l'idée que les nations modernes se cristallisent à l'époque des traités de Westphalie ou de la formation des grands États-nations monarchiques pour l'essentiel. C'est le début de la géopolitique. C'est le début de la géopolitique au sens moderne du terme. Et du coup, évidemment, ça entraîne une conséquence très importante qui est que, au moins pour ce qui concerne l'ouest de l'Europe, mais bon, les États-nations sont en même temps des empires, rivaux les uns des autres, hein, et par conséquent, le nationalisme, comme vaste problème, plein de contradictions, n'est jamais séparable de l'impérialisme. Hein, bon, et tout ça qui cherche à s'étendre au détriment les unes des autres. Bon, et du coup, évidemment, l'idée que j'ai contribué à propager avec d'autres, encore une fois, c'est pas du tout mon invention, c'est que la forme nation inventée par l'Europe à l'âge classique a été ensuite appropriée en quelque sorte par le reste du monde et exportée partout dans le reste du monde, en même temps d'ailleurs que l'idée de frontière au sens moderne du terme, comme un tracé qui délimite deux souverainetés indépendantes l'une de l'autre. Mais plus la question revient au premier plan, apparaît névralgique, plus il apparaît aussi que la question de l'Empire n'appartient pas purement et simplement au passé, plus je me pose la question, et j'aimerais poser aux historiens la question de savoir quels sont les prototypes anciens de l'idée nationale. Et en particulier, qu'est-ce que les formations nationales les plus résistantes, on pourrait dire, hein, bon, c'est pas les moins violentes, mais qu'on peut trouver dans le monde d'aujourd'hui, doivent à des nations ou à des proto-nations qui n'ont absolument rien d'européen et dont certaines remontent à un passé très ancien. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la nation chinoise, hein? Qu'est-ce que c'est que la nation égyptienne, hein?
Ça revient à des questions sur les formes de construction des identités. Donc. Eh bien, évidemment. Bon. Et de ce point de vue, la question linguistique que vous évoquez joue sûrement un rôle très important, mais je ne pense pas que ça puisse être le seul et unique déterminant de la formation nationale. Ça, c'est quand même vraiment une idée du romantisme du 19e siècle européen. Merci beaucoup, Étienne Balibar, d'être venu donc discuter pour cette conversation à bâton rompu autour de la cosmopolitique, qui fait le titre de votre dernier recueil d'articles. Je voudrais aussi, en passant, signaler que vous avez fait la préface d'un livre de P.O. Hansen et Stéphane Johnson sur l'Eurafrique, aux origines coloniales de l'Union européenne. Un livre très surprenant qui engage beaucoup de vos thèmes de réflexion sur la frontière. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait éruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose? Non, à voilà, 80%. merci. Voilà, les gars, et je le vois sur les réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison? Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon de dingue. Et un format de l'ambition de Toujours debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.